Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien et bienvenue à ce webinaire donc dédié aux poursuites d'études à l'étranger après la validation d'un bac+2. Je m'appelle Marc, je suis le directeur d'une agence qui s'appelle Study Experience et qui a pour vocation d'accompagner les étudiants qui présentent un projet d'études à l'étranger. Je suis rejoint ce soir par Nathalie. Voilà, parfait. Salut Bonsoir à Nathalie. tous. Salut. Bonjour à tous. Nathalie, qui nous rejoint d'Australie, de l'université de Sunshine Coast. Donc le programme ce soir, si vous voulez, il est double. D'un côté, je vais vous parler de manière assez générale des débouchés à l'étranger après un bac+2, donc les différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, les conditions d'accès notamment. Et puis, Nathalie interviendra dans un deuxième temps pour nous parler spécifiquement de son université, donc de Sunshine Coast en Australie, et des possibilités que vous avez là-bas suite à un bac+2. Voilou, cette conférence est enregistrée, donc si vous avez des choses à revoir dans un deuxième temps, vous pourrez le faire. On vous enverra le lien après la conférence. Et si vous avez des questions, ben, on a prévu de vous laisser un temps pour poser vos questions. Alors, vous pouvez, pendant la présentation, utiliser le chat pour laisser vos questions. On ne répondra pas pendant la présentation parce qu'on aura les yeux rivés sur nos slides, mais par contre, on pourra y répondre à la fin. Et puis, on vous laissera aussi prendre la parole s'il y en a parmi vous qui ne sont pas trop timides. Voilà. C'est parti. Par contre, ce que je vous demanderai juste, c'est bien de maintenir vos micros et à la limite vos caméras aussi éteints pendant la présentation. Comme ça, on risque pas d'avoir un cafarnaum. Voilà. Alors, je vais partager mon écran et ça va être parti. Tac. Alors. Voilà, j'espère que vous voyez tous cette présentation. Nathalie, est-ce que tu peux peut-être me confirmer que c'est tout bon? Oui, Heads on up? voit bien ta C'est présentation. parfait. Ouais, c'est bon. Nickel. Super. Bon. Alors, commençons par le début déjà, puisque quand on part à l'étranger, quel que soit le niveau d'études, quelque part, il faut déjà se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de partir à l'étranger et quelles raisons valables me motiveraient pour partir à l'étranger? Donc, commençons déjà par là. Il y a plein de bonnes raisons de partir étudier à l'étranger. Déjà, de manière générale, c'est le moyen pour vous de voir autre chose, de compléter votre formation avec une autre approche que vous aurez à l'étranger et ainsi de vous ouvrir l'esprit quelque part, que ce soit sur le plan académique. Quand vous étudiez par exemple le commerce en France, ça ne va pas être enseigné exactement de la même manière dans un autre pays. Donc, voir une autre façon de voir un petit peu les choses. De vous ouvrir l'esprit aussi en voyant du pays, en rencontrant de nouvelles personnes, en vous adaptant à de nouvelles cultures. Donc, ça peut que être enrichissant pour vous déjà à ce niveau-là. C'est toujours une bonne idée de partir voir ailleurs comment se passent les choses. Il y a l'aspect linguistique, évidemment. Je pense que sur le marché du travail aujourd'hui, la maîtrise d'une seule langue, c'est souvent pas suffisant. Et le fait d'étudier à proprement parler et de valider un diplôme reconnu à l'étranger, c'est un super moyen déjà pour vous d'acquérir un niveau réellement bilingue dans une autre langue et puis aussi de justifier auprès de futurs employeurs ou de relations voilà, du niveau de langue dont vous disposez réellement. C'est un excellent moyen de développer votre réseau. À la fois votre réseau personnel, puisque vous allez vous faire des amis du monde entier. Et ça, c'est génial quand vous allez voyager dans toutes les universités. C'est le cas notamment Sunshine Coast, si Nathalie a envie d'en dire un mot, mais il y a une forte communauté d'étudiants internationaux, pas que des étudiants australiens en l'occurrence, si on parle de cette université. Et à la suite d'une expérience de ce type, vous aurez des amis qui viennent de partout et quand vous irez voyager par la suite, vous aurez
le moyen d'économiser pas mal de frais d'hôtel, je pense, en visitant le monde entier à ce niveau-là. Nathalie, qu'en dis-tu? Beaucoup d'étudiants étrangers à Sunshine Coast? Oui, alors c'est vrai que nous, notre université, elle est plutôt, on aime beaucoup mettre en avant le fait qu'on a beaucoup d'étudiants locaux, mais il n'en est pas moins que nos étudiants internationaux représentent quand même plus de 80 pays, donc ils viennent plus de 80 pays, ils sont un petit peu moins de 2000. Donc voilà, ça dépend des semestres et des années, mais c'est vrai on est content d'avoir beaucoup enfin, différentes nationalités et pour permettre aux étudiants de rencontrer différents étudiants et différentes cultures aussi. Top. Et ces amis, du coup, que vous allez rencontrer, ce sont aussi, ils vont aussi constituer votre futur réseau professionnel, vos futurs clients, vos futurs employeurs peut-être, vos futurs partenaires. Donc, avoir comme ça un réseau sur l'international, c'est forcément toujours un plus. Et puis, le fait aussi de partir à l'étranger et de valider un diplôme universitaire, c'est aussi un bon moyen de vous distinguer sur le marché du travail, évidemment. C'est un petit peu différent, ça sort de l'ordinaire quelque part. Pour quelqu'un qui fait par exemple un BTS, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une minorité qui ira compléter cette formation avec un diplôme à l'étranger. Donc du coup, quand vous allez rechercher du travail par la suite, ça peut que être bénéfique. Donc, de manière générale, très bonne idée de partir. Alors aujourd'hui, on va quand même surtout vous parler des destinations anglophones. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est ce qui nous est le plus demandé. Ça ne veut pas dire que ce type de projet n'est pas possible ailleurs, mais bon, ce serait très compliqué de couvrir le monde entier dans un petit webinaire d'une heure. Donc, on a fait le choix quand même de nous concentrer sur les destinations anglophones ou anglo-saxonnes. Et c'est vrai que ces destinations ont aussi la particularité d'avoir un système éducatif qui se ressemble et dont on peut parler de manière assez généraliste. Ce sont des pays où on va retrouver une concentration quand même d'universités et d'écoles prestigieuses. Quand vous regardez les classements internationaux, elles sont archi dominées quand même par les universités britanniques, australiennes, américaines, néo-zélandaises, canadiennes. Donc, c'est déjà, voilà, partir dans l'une de ces destinations-là, c'est quand même la garantie d'accéder à un système éducatif reconnu qui a fait ses preuves et qui sera valorisé dans le monde entier et notamment en France. On va retrouver sur ces pays-là un petit peu la culture des grandes universités avec de grandes installations. C'est particulièrement intéressant si vous envisagez des études scientifiques. Je pense aux ingénieurs, par exemple, si vous vouliez pouvoir travailler sur certains projets sur le campus, c'est des choses qui vous avez accès aux installations de pointe qu'utilisent d'ailleurs souvent les entreprises pour leur propre recherche et développement. Et donc, du coup, pendant vos études, vous êtes au contact de ces entreprises et vous avez accès aux installations qui sont les installations qu'utilisent les entreprises aujourd'hui. Ce ne sont pas des installations d'il y a 10, 15, 20 ans, ce qui est important. Installations au niveau aussi, on parle des résidences, des installations sportives. C'est des grands campus où vous avez tout sur place en fait. C'est un peu des villes dans la ville où tous les étudiants se retrouvent et c'est vrai que c'est très sympa quand même comme environnement pour poursuivre ses études. Une approche pédagogique dans ces pays-là qui est très différente à ce que vous avez peut-être l'habitude de voir en France. On va privilégier énormément les petites classes, même si vous pourrez aussi avoir des cours magistraux, mais vous aurez toujours quand même des petites classes avec un tuteur qui pourra régulièrement échanger avec vous. Et en classe, on va vraiment encourager l'interaction. Et l'idée, c'est plutôt d'arriver en cours préparé, donc de faire certaines lectures en amont et en cours d'approfondir ces lectures, en fait, plutôt que d'arriver en classe et de recevoir l'information pour ensuite la digérer. L'idée, c'est plutôt de faire votre recherche en amont et les classes servent à approfondir, à questionner, à remettre en question certaines choses. Et donc, c'est une autre manière d'appréhender les études. Un rapport du coup D'ailleurs, qui est Marc, privilégié. Ah oui, Nathalie, vas-y. oui,
C'est juste justement pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que il est important de souligner que la charge de travail est vraiment très très importante, parce que c'est vrai que les étudiants de manière générale ont un peu moins d'heures de cours que ce dont ils ont l'habitude en France. Donc je parle d'une moyenne entre 12 à 15 heures par semaine de cours. Et comme tu disais, oui, ils ont beaucoup de travail en amont à faire. Et voilà, c'était juste pour vraiment souligner le point que tu disais. Mm. Ouais, non, tu as raison. C'est vrai que c'est un point auquel il faut être un petit peu préparé en amont parce que on peut s'attendre en voyant un emploi du temps avec entre Ouais, 10 et 15 heures par semaine, on se c'est dit ah ça. bah ça va être les vacances. Et en fait, non, pas du tout. Vous avez beaucoup de travail personnel à fournir, du travail en groupe, de la recherche éventuellement, Ouais. des projets à l'extérieur. Donc, vous serez bien occupé en principe, mais c'est une autre manière effectivement d'apprendre. Et les professeurs restent disponibles tout le temps, en dehors des classes aussi. Donc, en principe, ils vont souvent pratiquer une politique un peu de porte ouverte. Vous pouvez aller leur parler à tout moment, euh, évidemment, ben, de votre formation, de leur poser une question sur le cours, aller donner un avis sur quelque chose, de leur parler de manière générale de votre ressenti, de votre expérience, de la manière dont vous ressentez les choses aujourd'hui. Il y a une relation qui est quand même différente. Avec moins, on ressent moins la hiérarchie telle qu'elle peut être ressentie, en tout cas dans le secteur public en France. Euh, J'aime beaucoup aussi parler de la flexibilité des cursus, à la fois pendant vos études, c'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité de construire votre programme avec les options, les modules qui vous intéressent le plus. Ça, c'est une chose. Mais aussi une flexibilité au niveau des débouchés que je trouve intéressante. Euh, c'est vrai, en tout cas, si vous avez l'intention de rester travailler dans ces pays-là, vous pouvez très bien euh, faire une formation littéraire et derrière être recruté par une entreprise, par exemple. Il y a moins euh, cette notion de devoir, dès le bac, vous trouver votre voie et d'y rester. Alors, si vous souhaitez faire ça, c'est très bien et vous pouvez le faire. Mais voilà, sachez que c'est possible aussi, avec même si vous spécialisez en comptabilité, vous pouvez très bien aller travailler dans une entreprise, dans un département de marketing éventuellement. C'est pas un problème. En tout cas, les entreprises anglo-saxonnes sont plutôt ouvertes par rapport à ça, beaucoup plus qu'en France. Euh, et puis, le dernier point moi, qui vient rejoindre la qualité des installations, c'est la vie de campus qui est très importante dans ces pays-là. Je vous parlais certes des résidences et du fait que voilà, tout se passe au même endroit, mais quand Nathalie évoquait le fait qu'il y a assez peu d'heures de cours, c'est vrai, peut-être voilà, une quinzaine d'heures par semaine, c'est aussi pour permettre aux étudiants d'avoir le temps à côté de faire autre chose. Et c'est très important aussi. Les études, évidemment, c'est capital. Mais à côté de ça, vous avez tout un apprentissage euh, social en fait à réaliser pendant vos études et avoir le temps à côté pour pratiquer du sport à haut niveau ou pour faire du bénévolat, pour développer une entreprise, pour faire de la musique, de la culture, toutes ces choses-là. Vous avez le temps de faire ça avec d'autres étudiants qui partagent les mêmes intérêts que vous. Et donc, vous avez des associations ou des clubs étudiants euh, qui permettent ça. Et vous pouvez aussi d'ailleurs travailler en parallèle de vos études également. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas trop charger les emplois du temps. C'est pour permettre aux étudiants d'avoir un petit job et notamment voilà, de participer ainsi au financement de ces études. Alors, nous, on va parler, je vais vous présenter rapidement le système éducatif sur ces pays-là. Et ce qui va nous intéresser, nous en particulier, c'est la partie qui est entourée en rouge. C'est la troisième année du coup de la licence, donc après la validation d'un bac plus 2. Dans le système anglo-saxon, vous avez en principe un premier stade, c'est la foundation, qui serait une année de prépa, qui n'est pas obligatoire, mais que certains étudiants font en amont de l'université. Vous avez ensuite l'équivalent, on va dire, de programmes type BTS, DUT, qu'on peut appeler des HND, des Associate Degrees, des Advanced Diploma, je crois en Australie, ça doit s'appeler. Euh, et vous avez aussi des bachelors universitaires qu'on peut faire directement en 3-4 ans. Et alors, ce qui est bon à savoir, c'est qu'à l'issue de 2 ans de formation, donc de ces BTS DUT, vous pouvez rejoindre le système universitaire en troisième année.
et valider ainsi un bachelor en 1 an. Le bachelor, c'est l'équivalent de la licence. Et vraiment d'une licence universitaire, pas d'une licence pro. Je pense que la distinction quand même est importante aussi à faire. Donc, si après un BTS, vous partiez par exemple à l'université de Sunshine Coast pour valider votre bachelor, à votre retour, vous aurez voilà, une licence universitaire reconnue partout dans le monde et qui vous permet notamment dans un deuxième temps d'accéder au programme de master à l'international, aussi en France. Vous pouvez évidemment rejoindre le système des écoles en France, mais aussi partir, rester en Australie, aller au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, c'est des diplômes à chaque fois qui sont reconnus à l'international sans aucun problème. Alors, le coût des études, ça va être évidemment très important. Donc, je vais en parler dès le départ. Alors, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Il ne faut pas forcément être trop effrayé par ce que vous voyez là. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les frais de scolarité minimum auxquels on peut s'attendre dans les pays qui ont été cités. Et ce que vous voyez en violet, c'est plutôt le plafond maximum. Donc, ça ne veut pas dire que beaucoup d'universités pratiquent nécessairement ces tarifs-là, mais vous avez des universités qui peuvent effectivement les pratiquer. Donc, en réalité, la moyenne du coût des études dans chacun de ces pays-là se situe à peu près au milieu de la barre violette, je dirais. Au Royaume-Uni, en l'occurrence, typiquement, ça va se situer entre 10 et 15 000 euros, ce qui représente on n'est pas très loin de ce que peut représenter le coût d'une école privée en France. L'Irlande, ça peut être un bon plan parce que là, on trouve des formations entre 3 et 6 000 euros pour l'année. L'Australie, on va être aujourd'hui dans des frais de scolarité qui très comparables au Royaume-Uni. En fait, au Royaume-Uni, il y a le Brexit qui est intervenu, ou qui est en train d'intervenir plutôt. Et qui fait que les frais de scolarité ont augmenté un petit peu pour les étudiants européens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une année d'études au Royaume-Uni, si vous y pensez, ne coûte pas forcément plus cher qu'une année en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc, ça peut être l'occasion éventuellement d'envisager des destinations un petit peu plus exotiques si vous le souhaitiez. Mais voilà, je dirais qu'en moyenne, en tout cas pour un projet de ce type, donc après un bac+2, il faut compter entre 10 et 15 000 euros à peu près pour une année. Donc, tu peux trouver des bons plans dans certains pays. Alors, ce que je vous ai entouré en vert, les pays, on va dire, bon, les plus accessibles avec un bac+2. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible ailleurs, mais en tout cas, ces pays-là ont vraiment développé des passerelles dédiées qui vous permettent très facilement d'intégrer une 3e année de licence et de valider le diplôme. Dans d'autres cas, ça peut être possible, mais il faut négocier un petit peu et arriver à faire valoir ses acquis. Ce sera moins automatique. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour autant. Donc, parlons-en justement de ce transfert des crédits, parce que pour moi, alors je ne sais pas trop parmi ceux qui nous écoutent ce qu'on va retrouver comme profil, mais pour moi, je dirais qu'il y a 2 types de profils. Il va y avoir les étudiants qui sont dans le système universitaire ou dans une école de commerce, qui sont en train de valider leurs années d'études et des crédits, et qui du coup, à l'issue de 2 ans de formation, n'ont pas forcément validé un diplôme à proprement parler, mais ont validé des crédits ECTS. En principe, les ECTS, ce sont des crédits européens qui harmonisent un petit peu les diplômes au sein de l'Union européenne. Et donc, chaque année d'études vous permet d'acquérir 60 crédits ECTS. Donc, si vous avez validé 120 crédits ECTS, ça veut dire que vous avez validé 2 ans d'études. À partir de là, si vous vouliez continuer en 3e année à l'étranger, vous pouvez vous appuyer sur les crédits que vous avez acquis pour faire une demande de transfert, on va appeler ça, donc en 3e année au sein d'une université étrangère. Alors, ce n'est pas une démarche, on va dire, automatique. Ce n'est pas parce que vous avez validé 120 crédits ECTS que automatiquement vous allez être accepté en 3e année dans l'université que vous visez à l'étranger. Ça dépend de plusieurs choses et les dossiers sont étudiés vraiment au cas par cas. Mais concrètement, ce qu'il faut pour maximiser vos chances de rentrer en 3e année d'une université, c'est de faire en sorte que vous postulez à un programme qui ressemble le plus possible
au cursus que vous êtes en train de faire en France. Si vous êtes en deuxième année de droit et que vous voulez rentrer en troisième année de commerce, ça va être compliqué parce que vous n'aurez jamais fait de commerce. Et donc, l'université que vous ciblez à l'étranger va regarder votre dossier, va étudier les matières que vous avez validées et elle risque de vous répondre non pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez être largué en troisième année avec leurs étudiants si vous n'avez pas fait les 2 premières années d'études que les autres étudiants auront fait. Voilà. Mais par contre, inversement, si vous êtes en deuxième année d'école de commerce et que vous souhaitez intégrer une troisième année de commerce à l'étranger, par exemple, là, c'est tout à fait envisageable. Là où je dirais qu'il y a peut-être une exception dans le système français, donc je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par ça. Si oui, j'en suis un peu désolé. Ça va être les étudiants en prépa. Quand vous faites prépa en France, alors certes, vous pouvez acquérir des crédits ECTS, mais le problème, c'est que le programme de prépa est tellement généraliste et tellement spécifique au système français qu'il est très difficile de trouver des équivalences à l'étranger. On ne va pas trouver vraiment de formation à l'étranger qui ressemble à ces 2 années de prépa en termes de contenu. Et donc, sincèrement, il est très compliqué, après avoir validé 2 ans de prépa en France, de continuer ses études en troisième année à l'étranger. Le plus courant, c'est qu'on va vous proposer de recommencer en première année, ce qui n'est pas forcément très attractif pour les étudiants. Ou alors, la meilleure option, ce que je conseille en principe à mes étudiants, c'est de continuer une année en France, de valider du coup une licence suite à la prépa et de partir à l'étranger au niveau du master. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, bien qu'on parle de crédits ECTS, qui sont des crédits européens, ça ne veut pas dire que vous pouvez uniquement faire valoir ces crédits en Europe. À l'image de l'université de Sunshine Coast qui va nous parler tout à l'heure. Plein d'universités en dehors de l'Europe acceptent 2 années d'études en France comme étant équivalentes à 2 années d'études chez eux et peuvent vous admettre éventuellement en troisième année. Alors, l'autre catégorie du coup de programmes comme ça de troisième année, c'est ce qu'on va appeler le top-up degree. Donc, ça, c'est vraiment un diplôme à part qui se fait en 1 an et qui correspond à la troisième année de licence. Et ça va s'adresser spécifiquement aux étudiants qui ont validé un bac+2 diplômant. Donc, en France, typiquement, ça va être les BTS et les DUT. Donc, si vous avez validé un BTS ou un DUT, vous avez des filières. Donc, pareil, je vous ai mis à droite l'exemple d'une université britannique. C'est un programme top-up en business management. Donc, si vous avez validé un BTS ou un DUT dans un domaine lié au commerce, vous pouvez postuler pour ce programme-là qui se fait en 1 an et qui correspond tout simplement à cette troisième année de commerce. Et là, on parle vraiment de passerelles systématiques et automatiques. Vous n'avez pas besoin de faire valoir tous les contenus de vos études pendant 2 ans. Ces universités vont tout simplement reconnaître un BTS commerce international, par exemple, comme étant équivalent et suffisant pour intégrer directement cette troisième année. Alors, vous avez plein de filières possibles. Je parle beaucoup du commerce et de l'ingénierie parce que c'est vrai que c'est quand même là qu'il y a le plus d'options. Je vous ai mis quelques exemples de top-up qui existent et de filières qui sont possibles. Il y en a aussi d'autres. Mais évidemment, en commerce et en ingénierie, je pense que c'est là qu'on trouvera le plus de choix. Mais vous avez aussi des formations en art, vous avez des formations en sciences, des choses parfois un petit peu obscures, une troisième année en études équestres, par exemple, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si certains parmi vous sont concernés ou pas. Mais voilà, à voir, en tout cas, il y a plein de possibilités. Donc, quel que soit votre domaine d'études, avec peut-être une exception notable dans tout ça, et je rebondis là-dessus parce que je sais qu'une ou deux personnes nous ont posé la question en amont de ce webinaire, c'est les études de droit. Les études de droit, c'est compliqué parce que les systèmes juridiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, les études de droit que vous faites en France sont spécifiques au système juridique français. Et si vous faites des études de droit au Royaume-Uni, par exemple, c'est du common law. C'est pas le même système juridique. Donc, on ne peut pas faire valoir 2 ans de droit français
comme équivalent à 2 ans de droit anglais en l'occurrence. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'aller compléter vos études de droit français avec du droit anglais, mais ce serait après avoir validé une licence. Donc, il faudrait déjà valider une licence de droit en France et partir au niveau master. Voilà. Donc, quand on postule, comment on fait? Déjà, la première chose, c'est d'avoir le bon timing, hein. Donc, bien se renseigner assez tôt sur le type de programme, les prérequis, sur les universités qui sont accessibles. Alors, dans un monde idéal, c'est bien de commencer à entamer cette réflexion 18 mois, 2 ans à l'avance. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais au moins de commencer à réfléchir tout simplement à ces choses-là, c'est toujours positif. Si vous y prenez déjà 1 an à l'avance, on est déjà bien. Et c'est vrai que typiquement, c'est à peu près 1 an à l'avance qu'on commence à vraiment s'activer sur le choix des universités, sur les pièces à fournir, sur les éventuels tests à fournir dont on va parler dans un instant. Donc, je dirais que ce qu'il faut retenir là aujourd'hui, c'est que si vous êtes en train de faire un bac+2 et que vous envisagez une 3e année à l'étranger, si vous êtes en 2e année de bac+2, c'est le moment. Il faut commencer à s'activer maintenant. Si vous êtes en 1re année, vous avez le temps, mais c'est bien de commencer en tout cas à vous renseigner par rapport à ça. On va rentrer un petit peu dans le détail de ces choses et des différents éléments que vous devez fournir quand on postule. Les candidatures sur ces universités-là vont se faire sur dossier. Vous n'avez pas de concours, comme on peut retrouver dans les écoles en France. Donc, on va vous admettre sur la base d'une série d'éléments. La première chose qu'on vous demandera presque toujours de faire, c'est une lettre de motivation. Et donc, ça, c'est un document qui est très important puisqu'il vous permet de vous distinguer par rapport aux autres étudiants. Il vous permet de raconter un petit peu qui vous êtes, d'apporter du contexte par rapport au dossier, au-delà des simples notes que vous pouvez avoir. Il vous donne une chance d'expliquer aux équipes de sélection pourquoi vous êtes un étudiant motivé, déterminé, en quoi vous seriez un bon atout pour le programme en question. Donc, c'est des choses qui doivent se soigner, qui prennent du temps. Nous, typiquement, avec nos étudiants, on est amené à revoir les lettres 3, 4, 5 fois. Et il faut vraiment vous prévoir un temps pour ça et ne pas le faire dans la précipitation à la dernière minute parce que ça pourrait vraiment assez sérieusement affecter vos chances de réussite. L'autre pièce qu'on vous demandera avec cette lettre de motivation, en principe, c'est une lettre de recommandation. Et donc ça, c'est un document qu'il faut demander à l'un de vos professeurs, en principe, un professeur récent, où on va apporter d'autres éléments de contexte par rapport à votre profil, par rapport au projet qui est le vôtre. Donc, on va parler de vos performances académiques récentes, on va parler du potentiel que vous avez, de votre capacité à pouvoir suivre des études à l'étranger, peut-être parfois de se prononcer aussi, c'est le cas au Royaume-Uni, on pourra vous demander aux référents de se positionner sur les notes que vous devriez obtenir en fin de cursus. Donc, pour ceux qui passent un BTS, par exemple, on peut demander à votre référent de dire si tout se passe bien, cet étudiant devrait obtenir une moyenne de 12 à son BTS avec 14 en anglais, 15 en commerce ou machin. Voilà. Donc, bon, pareil, ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut demander du coup assez tôt aux professeurs aussi, commencer à leur en parler assez tôt. Typiquement, on intervient pas mal également auprès de nos étudiants là-dessus pour leur apporter les bonnes consignes et puis pour répondre aussi aux questions de leurs professeurs qui peuvent éventuellement se poser. Le dossier, évidemment, va dépendre aussi de vos notes. Donc, en fonction de vos performances, on va pouvoir viser des universités plus ou moins bien cotées, tout simplement, en fait. Différentes universités vont avoir différents types d'exigences. Différents systèmes universitaires vont avoir différents types d'exigences aussi. Les Anglais, par exemple, ils sont assez regardants sur les moyennes générales et les notes que vous pouvez obtenir. En Australie, en principe, c'est quand même plus flexible. En Australie, on vous demandera de valider ces 120 crédits ECTS ou du moins un BTS ou un DUT, mais la note importe moins. Donc ça, en fonction des destinations que vous visez, la stratégie n'est pas toujours tout à fait la même. Quand vous fournissez des relevés de notes, il faut évidemment les fournir en anglais si vous postulez à des universités anglophones. Donc ça, typiquement, ça fait partie des choses qu'on peut assurer pour nos étudiants.
À signaler aussi qu'on peut tout à fait postuler aux universités sans avoir fini, sans avoir terminé et validé son bac plus 2. Hein. Dans ces cas-là, quand vous postulez, en fait, les universités reviennent vers vous en vous donnant éventuellement une réponse conditionnelle. Donc, on vous prend sous réserve que vous validiez votre BTS, éventuellement avec une certaine note. Voilà, mais c'est pas quelque chose qu'il faut absolument avoir validé en amont. Au contraire, il faut surtout pas attendre parce que sinon, on peut être un petit peu short au niveau des deadlines. Alors, l'autre élément qui va être très important, en tout cas sur les universités anglophones, c'est le test d'anglais. Pour étudier en anglais, vous devez pouvoir prouver aux universités que vous avez une certaine maîtrise de l'anglais. Et pour ce faire, vous passez un test officiel. En principe, l'IELTS et le TOEFL sont les deux plus connus, je pense, aujourd'hui, les plus connus et les plus reconnus. Il en existe aussi d'autres, mais bon, on va dire que ces deux-là sont un petit peu les références. De manière générale, il faut que vous ayez un bon niveau B2, voire éventuellement un niveau C1 pour pouvoir accéder directement à ces universités. En note IELTS, donc l'IELTS qui est un examen noté sur 9 points et qui va évaluer donc aussi bien l'écrit, l'oral que la compréhension. On va vous demander une moyenne entre 5,5 et 6,5 sur 9, ce qui voilà, correspond à un bon niveau B2. Alors, comme dans le slide précédent avec les relevés de notes et les diplômes, le test d'anglais, ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir déjà passé et validé au moment de candidater. Vous pouvez tout à fait le passer après avoir envoyé votre dossier et vous laissez le temps du coup pour le préparer, pour le passer, éventuellement le repasser. Hein. C'est assez classique de devoir passer cet examen plusieurs fois. Donc, vous pouvez vous laisser ce temps-là. Ça fera partie du coup des conditions que pourront vous demander l'université si votre dossier est admissible. Voilà. Alors, ce sont des tests que vous pouvez passer toute l'année partout en France. Hein. Vous avez des centres d'examen un petit peu partout. En ce moment, avec la situation sanitaire, vous pouvez même passer ces deux examens chez vous. C'est possible de vous inscrire et de les passer à la maison sur ordinateur. Donc, bon, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Vous pouvez le repasser autant de fois que nécessaire. Voilà, donc si je résume rapidement au niveau du processus du candidature, ce qui est important surtout, c'est de s'y prendre assez tôt, de ne pas attendre la dernière seconde pour rentrer dans un sprint inutile. Faites attention quand même aux dates limites. Il y en a peu, surtout pour des programmes de ce type, mais ça existe quand même. Donc ça, c'est juste un réflexe à avoir quand vous regardez les programmes, de bien vous assurer qu'il n'y a pas une date limite à respecter. Et puis, ce qu'il va falloir assembler, donc ce sont vos relevés de notes, lettre de motivation, lettre de recommandation et un test d'anglais avec les notes requises à ce test. Voilà. Bon, avant de passer la main du coup à Nathalie qui va nous parler de Sunshine Coast, je vous résume rapidement les services proposés par Study Experience si jamais vous étiez intéressé de mettre en place un projet de ce type avec nous. Donc, comme je l'expliquais au début, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour concrétiser leur projet d'études à l'étranger. On intervient sur la phase de l'orientation, donc de bien choisir les universités et les programmes qui peuvent vous correspondre. Et puis, on va beaucoup intervenir sur toute la partie constitution du dossier et la partie administrative. Donc, on va gérer les différentes étapes administratives, le montage du dossier. On va optimiser tout ce qui est lettre de motivation en travaillant avec vous, vous aider sur les lettres de recommandation notamment. Et puis vous préparer surtout au départ, ce qui est très important, si vous avez une demande de visa à faire, si vous avez un logement réservé, une assurance santé à souscrire. Donc tout ça, ça fait partie de l'accompagnement général qu'on propose aux étudiants. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous laisse mes coordonnées sur la dernière slide. Vous allez de toute façon les recevoir puisqu'on vous enverra un enregistrement de cette conférence par la suite. Voilà. Alors, si vous avez posé des questions dans le chat, du coup, je vais commencer à y répondre en fait pendant que Nathalie intervient, mais je vais passer du coup la main à Nathalie qui va nous faire rêver avec les études en Australie. Voilà, merci beaucoup. Merci Marc. Alors, je vais aussi partager Mon mon partage écran. Tac. C'est parti. Normalement, je pense que tout le monde voit mon écran. Super, parfait.
Ok, donc encore une fois, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Au cours de cette présentation, je vais vous parler de l'USC et de la possibilité d'intégrer la 3e année de bachelor. Je vais aussi vous parler de la vie étudiante. N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous souhaitez poser des questions et on y reviendra tout à l'heure après la présentation. Et Marc, si tu as des questions, n'hésite pas, enfin si tu as des éléments à ajouter, n'hésite pas à intervenir. Alors, pour me présenter rapidement, je travaille pour l'Université de la Sunshine Coast depuis un peu moins d'1 an et je représente l'université depuis la France. Donc, je suis basée à Nantes et je participe en fait à la promotion de l'université aux côtés de Study Experience. Donc, je travaille beaucoup avec Marc. Et j'ai eu la chance de mettre les pieds sur le campus février dernier et de visiter le campus lors de la semaine d'orientation de la rentrée de février. Et d'ailleurs, là, vous trouvez une photo de moi en compagnie de nos étudiants francophones lors d'un French Meet and Greet. Donc, comme vous pouvez voir, il faisait vraiment très beau et très chaud. Donc, c'était en plein milieu du mois de février. Donc, c'était vraiment très agréable. Et le but, c'était simplement pour que je rencontre chacun d'entre eux et que je discute avec eux. Alors, pour commencer, je vais vous dire où se trouve notre université. Donc, comme son nom l'indique, l'USC se trouve dans la Sunshine Coast. Et la Sunshine Coast, en fait, c'est une région d'environ 320 000 habitants et elle est située à l'est du pays, dans l'État du Queensland. Le Queensland est un État très, très ensoleillé. On compte environ en moyenne 310 jours de soleil par an, ce qui est énorme. Donc, si vous aimez le soleil, vous ne serez pas du tout déçus. Et la Sunshine Coast, c'est aussi très bien situé dans le sens où c'est ni trop éloigné ni trop proche des grandes villes. Par exemple, on a Brisbane qui est à 90 km du nord de Brisbane, qui représente environ 1 heure à 1h30 en voiture. Et la région possède les plus belles plages de la côte et elles sont superbes pour le surf, donc si vous souhaitez vous y mettre. Et elle est aussi réputée pour la qualité de vie exceptionnelle qu'elle offre. Les habitants sont vraiment très, très, très chaleureux, très, très accueillants. C'est vraiment quelque chose qui m'avait très surpris quand j'étais sur place. Il y a des paysages vraiment à couper le souffle. Voilà, c'est vraiment une très, très, très belle région. Et comme dans le reste du pays, il fait bon vivre grâce à l'environnement détendu et sécurisant. Donc, vous verrez que c'est très safe là-bas. Et si vous souhaitez vivre comme des Australiens, la Sunshine Coast, c'est vraiment the place to be. Vous pouvez vous baigner, surfer sur les plages locales, vous pouvez faire du shopping, faire de la randonnée. Vous voyez là, les montagnes ici, bon, elles ne sont pas très, très, très hautes, mais voilà, il y a vraiment des balades vraiment superbes. Et là, c'est une photo des plages sur la côte qui sont simplement à 15 minutes du campus. Et aussi, l'avantage de vivre et d'étudier dans la Sunshine Coast, c'est aussi le coût de la vie qui est beaucoup moins élevé que dans les grandes villes comme Melbourne, Sydney, Perth, Adélaïde. Voilà, donc, et aussi, les frais de scolarité sont plus abordables. Donc, ce qui vous permet tout simplement de dépenser un peu moins dans le loyer et de vous offrir peut-être des road trips et des week-ends un peu par-ci, par-là, un peu partout en Australie. Enfin, bien sûr, les week-ends, vous ne pouvez pas aller très, très loin parce que le pays est vraiment gigantesque, mais vous aurez des vacances scolaires, vous pourrez justement planifier tout ça et pourquoi pas aller voilà, plus loin pendant les vacances scolaires. Et sans oublier qu'avec le visa étudiant, vous avez la possibilité de travailler en parallèle de vos études. Donc, ça vous permet aussi d'économiser peut-être un petit peu. Et pour revenir sur les road trips, même si la plupart de nos étudiants entrent dans le pays via l'aéroport international de Brisbane, il faut savoir qu'il y a aussi un aéroport domestique, le Sunshine Coast Airport, dans lequel il y a des vols quotidiens vers Sydney, Melbourne, Perth et en haute saison, des vols directs vers la Nouvelle-Zélande. Bien entendu, ça c'est pendant la période
Covid. Ce qui est vraiment, voilà, c'est vraiment génial le fait que vous puissiez prendre l'avion depuis la région directement plutôt que de devoir tout le temps descendre à Brisbane ou ailleurs. Et voilà, c'est vraiment une base idéale pour pouvoir explorer les grandes villes. Et vous noterez aussi que, en fait, de Caloundra jusqu'à Noosa, il y a environ 73 km de route panoramique. Donc, c'est vraiment très, très agréable. J'ai eu la chance de l'avoir fait et c'était vraiment génial. Et Noosa, c'est probablement le spot, probablement un des spots le plus connus de la Sunshine Coast. Donc, si vous avez 2-3 minutes après la présentation, je vous invite à checker ça sur Google Maps. Google Maps ou sur Google Images. L'USC est une université publique qui a été fondée en 96, ce qui fait d'elle une des universités les plus jeunes du pays. Et sa situation géographique est vraiment idéale pour étudier avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la mer à 15 minutes et aussi la proximité avec la plus grande ville de proximité, c'est Brisbane. C'est vrai que le fait d'avoir la mer aussi proche, les étudiants en général, ils aiment bien terminer leur journée d'études par un petit coucher de soleil, barbecue sur la plage en compagnie de leurs camarades. Et juste une petite information complémentaire, c'est que CP Downs, c'est la ville dans laquelle se trouve l'USC, le campus de l'USC. Et la Sunshine Coast, je rappelle, c'est bien une région. Donc voilà, je préfère préciser parce que c'est vrai que c'est un petit peu confus pour les étudiants parfois. Et l'USC est la première université australienne à reconnaître les diplômes français Bac+2, ce qui permet justement aux étudiants d'intégrer la 3e année de bachelor et ainsi obtenir un bachelor en un an, ce qui permet en fait tout simplement aux étudiants de ne pas perdre une année ou de devoir reprendre leurs études à zéro à l'issue de leur diplôme. Et j'y reviendrai plus en détail juste après. Et parmi les différents points qui nous démarquent des autres universités australiennes, c'est qu'on propose des résidences étudiantes à quelques pas du campus, qui sont réservées à nos étudiants internationaux, mais aussi locaux. Donc, c'est-à-dire que vous ne serez pas que avec des étudiants internationaux. Et d'ailleurs, on est très fiers d'offrir une expérience unique et authentique aux étudiants internationaux. Pourquoi? Parce que près de 90% de notre population étudiante est locale, ce qui veut dire que vous aurez la chance de rencontrer, étudier ou même vivre avec des Australiens, ce qui fait que votre expérience sera encore plus australienne, si on peut dire ça comme ça. Et je dis ça parce que si on compare à d'autres grandes universités australiennes, il arrive parfois qu'ils ont plus de 50% de leurs étudiants qui sont internationaux. Donc voilà, c'est vrai que pour s'imprégner au maximum de la culture et tout ça, c'est vrai que les étudiants apprécient beaucoup le fait de pouvoir être en classe avec des locaux. Et aussi, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de kangourous sur nos photos, nos brochures, nos comptes Instagram, nos réseaux sociaux. Sachez qu'ils ne sont pas photoshopés. Ce sont vraiment des vrais kangourous et on en a qui se promènent sur le campus et nous sommes la seule université dans le monde à en avoir. Et la raison pour laquelle nous avons ces kangourous, c'est tout simplement parce qu'on est implanté dans une réserve naturelle de plus de 100 hectares. Donc là, ici, vous avez une photo qui vous donne un aperçu de notre campus. Et comme l'a souligné Marc tout à l'heure, les campus, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir une ville dans la ville. Donc là, ici, vous voyez que les bâtiments sont quand même relativement proches les uns des autres. Nous, on a un campus plutôt à taille humaine, donc vous pouvez facilement vous aller d'un point à un autre rapidement à pied. En fait, l'USC a plusieurs lieux d'apprentissage modernes. On a un simulateur 3D, on a une galerie d'art, on a des restaurants, des cafés, des bibliothèques. On a aussi un complexe sportif où vous allez trouver une piste d'athlétisme, une piscine olympique. On a un parc national juste à 2 pas, là, et les résidences étudiantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce que vous voyez ici en bleu, eh bien, c'est la mer. Donc, si vous vous souvenez de la photo que je vous ai mise tout à l'heure dans la première slide, c'était justement une photo de ce que vous voyez en fait sur la côte. Et il y a aussi un arrêt de bus qui permet aux étudiants de rejoindre le City Center, si on peut dire ça comme ça, et qui permet d'avoir accès aux centres commerciaux, les restaurants, les bars, etc.
Donc, même si sur cette photo, on a l'impression que c'est un peu perdu au milieu de nulle part, sachez qu'en fait, à l'extérieur de cette photo, on ne voit pas sur cette photo, mais il y a des commerces et d'autres restaurants. Donc, voilà. Et je veux aussi mentionner que l'USC se classe parmi les meilleures universités publiques en Australie. Elle a obtenu 5 étoiles sur plusieurs critères d'évaluation, notamment l'enseignement, enfin, pour la qualité de ses enseignements, et l'expérience globale étudiante. Donc, c'est vrai que ce sont des éléments qu'on aime beaucoup rappeler et mentionner aux étudiants. Donc maintenant, pour vous parler du bachelor, après, l'USC, c'est une université traditionnelle, elle propose des bachelors, elle propose des masters, mais aussi des doctorats. Mais là, aujourd'hui, je vais surtout vous parler du bachelor en un an. Donc, comme vous l'a dit Marc tout à l'heure, c'est un équivalent de la licence universitaire Bac+3 et ce diplôme est reconnu à l'international et l'USC est particulièrement réputé pour sa reconnaissance de justement ces Bac+2 français. Et en fait, c'est juste pour le redire, ça vous permet en fait d'intégrer la 3e année directement. Et lors de cette 3e année, vous avez 8 matières à valider en un an en moyenne, donc en général 4 par semestre. Et la poursuite d'études est possible en école de commerce ou en études en master. Donc, comme l'a dit Marc aussi tout à l'heure, comme étant donné que le diplôme est reconnu internationalement, ça vous permet de joindre à l'issue de ce bachelor, de rejoindre un master, pardon, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou même en Espagne. Enfin, voilà, c'est vraiment reconnu dans le monde entier. Et vous avez la possibilité vous avez 12 heures en moyenne de cours par semaine, donc, pour revenir encore sur le point qu'on avait énuméré tout à l'heure. Et vous avez en fait des cours en amphi, en TD et en petits groupes. Et même si 12 heures, ça vous paraît très, très, très léger, voilà, il y a beaucoup de travail personnel à fournir, beaucoup de lectures à faire, des travaux de groupe, des projets. Donc, il faudra vraiment être organisé et apprendre à le devenir, en tout cas. Et pour s'adapter au mieux à votre projet, on propose 2 rentrées par an, donc le premier semestre en février et le deuxième en juillet. Comment intégrer, qu'est-ce qu'il faut pour candidater? Eh bien, vous devez en fait non seulement nous fournir des documents qui prouvent que vous avez obtenu votre diplôme, ou bien des relevés de notes, ou bien si vous souhaitez intégrer par exemple la rentrée de juillet, comme l'a mentionné Marc, il faudra que vous nous fournissiez les documents plus tard et vous aurez une offre conditionnelle. Et vous devez aussi montrer que vous avez le niveau minimum requis en anglais. Donc, nous, on accepte l'IELTS, le TOEFL et le TOEIC. Le TOEIC n'est pas accepté dans toutes les universités, mais à l'USC, on l'accepte, à condition que vous réussissiez le test en expression écrite. Donc, voilà, c'est un élément à prendre en compte. Et il faut aussi savoir que si vous n'avez pas le score requis, il y a aussi des programmes linguistiques qui vous permettent un peu d'être remis, enfin, des programmes de remise au niveau pour vous permettre de suivre, d'intégrer le semestre dans les meilleures conditions. Et là, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Study Experience, donc Marc, il vous donnera plus d'informations à ce sujet. Voilà. Et pour revenir sur le transfert de crédit, bon, après, Marc l'a suffisamment bien expliqué tout à l'heure, mais je vais juste revenir sur le fait que sur le site de l'USC, vous avez un Credit Transfer Calculator. Donc, en fait, si vous allez sur le site de l'USC, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Credit Calculator, vous allez trouver tout de suite le lien. Et en fait, en gros, ça vous permet de voir comment ça fonctionne au sein à l'USC, le transfert de crédit. Donc, en gros, quand notre équipe des admissions reçoit votre candidature, elle va la transférer à l'équipe académique pour réaliser un transfert de crédit. Et en résumé, ils étudient toutes les matières que vous avez
validé lors des 2 années d'études, donc que ce soit un DUT ou un BTS. Donc là, oui, effectivement, j'ai pris l'exemple du DUT GEA. Et en gros, grâce aux matières que vous avez déjà suivies pendant les 2 ans, on va pouvoir faire une correspondance. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, on a un étudiant qui a déjà étudié, qui a un DUT en poche en GEA, il a déjà validé 6 matières sur 24. Parce qu'en fait, en bachelor, c'est 3 ans et en 3 ans, il y a plus ou moins 24 matières. Et ce qui veut dire qu'en fait, en 1 an, vous pouvez faire les 8 matières pour obtenir ensuite le bachelor. Donc, en gros, une fois que vous avez intégré la 3e année, vous pouvez, et que vous avez validé les 8 matières, vous obtenez ensuite le diplôme Bachelor of Business, qui est l'équivalent ensuite d'un bac plus 3 en France. Et ce qui vous permet de ensuite poursuivre vos études ou non, si vous le souhaitez. Et bien sûr, on a d'autres diplômes qui sont disponibles sur ce fameux calculator. Donc, vous pouvez regarder la liste de tous les diplômes qu'on a déjà fait un transfert. Donc, si vous ne voyez pas votre diplôme, sachez que ça sera du cas par cas. Donc là, pareil, n'hésitez pas à contacter Marc, il vous guidera à ce niveau. Et au niveau des frais de scolarité, sachez que le montant dépend du programme choisi et du nombre de cours choisis. Donc, en général, ceux qui font un top-up, donc les étudiants qui intègrent après un bac plus 2, enfin après un DUT ou un BTS, ils suivent en général 4 cours par semestre. Donc ça fait 8 matières par an. Et on a une exclusivité 2021. Donc, la super bonne nouvelle, c'est que nous avons mis en place des bourses pour tous les étudiants internationaux qui débutent leurs études en 2021 à l'USC, qui est appelée ISO Scholarship. Et en gros, vous pouvez bénéficier d'une remise de 15% sur les frais de scolarité. Pour vous donner une idée, j'ai mis le Bachelor of Business et le Bachelor of Arts. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 bachelors dans lesquels les étudiants intègrent le plus souvent. Les bachelors of business, c'est souvent tous les domaines qui ont un lien avec le commerce. Et le bachelor of arts, c'est surtout les étudiants qui sont en communication, qui sont dans le domaine de la communication. Donc, le tarif annuel public est de 24 400 $ australiens. J'ai mis les taux du jour, donc ça vous donne un peu une idée de combien coûte, faire la conversion un peu en euros, mais bien sûr, ça change tous les jours. Grâce à la bourse dont je viens de mentionner, vous avez moins 15%. Donc, ça représente c'est un tarif vraiment très intéressant pour vous si vous avez un tel projet en 2021. Vous représente justement à environ 12 800 € l'année d'études. Et bien sûr, on a plein d'autres bachelors qui sont proposés, donc vous pouvez voir sur notre site internet. Au niveau des démarches administratives, hormis le billet d'avion aller-retour, vous devez souscrire à une assurance obligatoire qui est l'OHC, qui est en fait une assurance, c'est comme une sécurité sociale minimum que vous devez avoir, pour tous les étudiants. En fait, l'Australie a mis ça en place pour tous les étudiants étrangers sur son territoire. Et il est fortement recommandé d'avoir une assurance complémentaire parce qu'en elle-même, elle ne suffit pas. Pour le visa étudiant, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça vous donne la possibilité de travailler en parallèle de vos études. Vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine et à temps plein pendant les vacances scolaires. Et l'autre chose qui est super par rapport au visa étudiant, c'est que vous avez la possibilité de rentrer 30 jours avant le début de vos cours et de rester 30 jours après la fin de votre année d'études également, ce qui vous permettra de profiter pleinement de votre séjour et d'effectuer quelques
quelques petits voyages si vous avez l'occasion, ou bien de commencer à trouver un petit job étudiant. Et parlons des jobs, c'est vrai que les jobs étudiants vous permettront facilement de gagner entre 18 et 20 dollars australiens de l'heure, ce qui représente environ, on va dire, 12 et 14 euros l'heure. Et il faut savoir qu'en Australie, c'est très commun, que ce soit pour les étudiants locaux ou internationaux, de travailler en parallèle, tout simplement pour financer les frais de vie sur place. Et la vente et la restauration font partie des secteurs qui embauchent le plus. Donc, c'est bon à savoir. Le visa se fait en ligne une fois que vous avez la confirmation d'inscription, et vous devez fournir vos empreintes digitales au centre de collecte des données biométriques pour l'Australie, qui est actuellement fermé jusqu'à nouvel ordre. Mais voilà, la demande de visa peut prendre entre quelques jours et quelques semaines, donc ça dépend vraiment de la période. Et au niveau des périodes d'études, donc c'est très important de mentionner les dates. Pour le moment, j'ai mis les dates de 2021, mais pour ceux qui veulent partir en 2022, c'est à peu près les mêmes périodes. Et les saisons sont inversées en Australie. Donc, si vous partez au premier semestre premier semestre du système français, ça sera le deuxième semestre, donc ça sera en juillet. Et vous allez arriver au mois d'hiver, en saison d'hiver, et vous allez justement rester jusqu'en été pour si vous restez jusqu'à décembre, parce qu'en décembre, c'est l'été. Et juste pour vous rassurer, l'hiver en Queensland, ça n'a rien à voir avec l'hiver qu'on connaît ici en France. Les températures ne descendent pas en dessous de 18 et 20 degrés en journée. Donc ça va plutôt, c'est assez quand même assez agréable. Et juste une petite information concernant le Covid-19. Nous avons été contraints d'annuler le semestre 2, donc de juillet 2020, et aussi le semestre 1 de février 2021, dû au coronavirus, étant donné que les frontières internationales sont toujours fermées. Et nous n'avons malheureusement pas encore d'indication concernant la réouverture, mais nous espérons que dès juillet, ça sera bon. Et c'est aussi pour ça qu'on accepte d'ailleurs des candidatures pour la rentrée de juillet. Avant de débuter le semestre, les étudiants ont une semaine d'orientation, qui est organisée par l'équipe internationale. C'est une semaine où ça vous permet de rencontrer les autres étudiants internationaux, l'équipe internationale. Vous allez aussi avoir un bus tour dans les villes voisines. Vous allez voir les centres commerciaux qui entourent, vous allez voir les villes qui sont autour également. Et il y a aussi un barbecue international dans lequel vous allez rencontrer des animaux un peu atypiques. Vous allez avoir un mini crocodile, vous allez voir un koala, vous allez voir un serpent. Donc là, vous avez la possibilité de prendre une photo avec un serpent autour du cou, et voir quelques kangourous qui viendront vous saluer probablement. Au niveau des résidences étudiantes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à quelques minutes à pied de l'USC. Ce sont des logements, en fait, dans chaque appartement, il y a 4 chambres, et ce sont des logements meublés et équipés. Vous avez votre propre chambre et propre salle de bain. Ce sont des résidences privées, donc qui ne sont pas de la propriété de l'USC. Bien sûr, c'est une proposition, c'est une option de logement. Vous n'avez pas du tout l'obligation d'intégrer ce type de logement. Et à titre indicatif, c'est environ 120 € la semaine. Donc, si vous comparez les prix dans les grandes villes comme Sydney, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose, que c'est complètement plus abordable à l'USC, dans la Sunshine Coast. Je voulais vous parler
de Bastien, qui est un étudiant qui est allé à l'USC après un DUT technique de commercialisation et qui a été suivi justement par, enfin sa candidature a été suivie par Marc. Et lui, il a suivi un Bachelor of Business, il a intégré la 3e année directement, il est resté 1 an, il est parti de juillet, il est revenu en juin. Et je vous ai mis ici, à titre indicatif, les cours qu'il a suivis. Donc lui, il a choisi de faire vu qu'il est en TC, il a fait une spécialisation en marketing. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée des matières que vous pourriez suivre quand vous faites un tel parcours. Il faut savoir que les matières, donc parmi les 8 matières que vous allez suivre, vous avez certaines matières qui vous seront imposées et d'autres matières que vous pouvez sélectionner. Donc en fait, quand on va vous faire une offre de formation, on va vous demander de choisir, on va vous dire vous avez tel cours à suivre et parmi cette liste, vous pouvez choisir 2 ou 3 cours. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, ça ne veut pas dire que si vous êtes en TC et que vous allez intégrer le Bachelor of Business, que vous allez forcément avoir ces cours-là. C'est ça que je veux souligner. Pour vous faire rêver encore juste un petit peu plus, j'ai juste inséré quelques petites photos prises par l'un de nos étudiants concernant les kangourous qui ne sont pas photoshopées. Donc ces photos-là ne sont pas des photos promotionnelles de notre université, ce sont vraiment des photos de notre étudiant. Et voilà, ils sont vraiment partis faire beaucoup de road trip et on a beaucoup d'étudiants qui ont fait ils nous ont écrit des témoignages et aucun n'a regretté leur expérience. Et pour résumer, je dirais qu'en choisissant l'USC, vous choisissez vraiment une expérience australienne dans un cadre, on va dire, idyllique. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Je sais que c'est pas forcément évident d'aller dans l'autre bout du monde et de sortir de sa zone de confort. Mais vous verrez que ce que vous allez acquérir derrière et rien que votre niveau d'anglais va tellement s'améliorer et voilà, vous allez vraiment apporter une petite touche internationale à votre parcours. Et voilà, c'est vraiment une expérience unique à vivre, je pense. Et la Santiago, c'est vraiment une localisation de rêve pour faire ça. Et la qualité de l'enseignement est bien sûr au rendez-vous. Et je voulais aussi préciser que si vous êtes à la recherche d'une très grande ville, c'est vrai que peut-être la Sunshine Coast ne va pas vous convenir, mais voilà, c'est la Sunshine Coast, il faut vraiment savoir que ça sera vraiment, si c'est plus le côté nature qui vous intéresse. Voilà, je pense avoir tout dit. Pareil, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à contacter Marc concernant votre candidature et bien sûr, je suis disponible si vous avez des questions. On peut peut-être passer au... Ah, c'est son question. Merci Nathalie, c'est top. Alors, il y a quelques questions, pas mal de questions qui ont été posées sur le chat. Alors, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Il y en a certaines, je n'ai pas pu, et donc je vais les ressortir maintenant. Notamment une question, quelqu'un qui demandait, on aurait un étudiant donc en terminale, je crois, qui se demande est-ce qu'il vaut mieux partir directement à l'étranger après le bac ou faire d'abord un BTS et partir ensuite. Alors, ça dépend en fait. Ça dépend de chacun, à mon avis, je dirais. C'est vrai que l'avantage de partir après un BTS, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à partir ou qui n'est pas tout à fait mûr pour partir, ça permet de se laisser un peu de temps. C'est moins cher aussi de faire ça, puisque la 3e année, si vous n'avez qu'une seule année à payer à l'étranger, plutôt que de faire vos 3 années sur un plan financier, ça peut être efficace. Voilà ce que je dirais. Je ne sais pas s'il y a vraiment, si c'est mieux ou pas mieux. Nathalie, est-ce que tu penses que c'est mieux de partir moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de faire le plus longtemps possible à l'étranger, mais je ne suis peut-être pas très objectif par rapport à ça. Je crois qu'on a perdu Nathalie. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un pourrait activer rapidement son micro et me dire si vous m'entendez? Ou est-ce que la connexion est perdue? Oui, Marc, nickel. Merci. Super. On a juste perdu Nathalie, alors c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question?
Tac, tac, tac. Alors, la question de la reconnaissance des diplômes, hein, est-ce que ça, il faudrait quand même que je vous rassure là-dessus. Quand on parle, quand on parle d'un bachelor à l'étranger, hein, c'est pas la même chose qu'un bachelor en France. Les écoles qui délivrent des bachelors en France délivrent des bachelors parce qu'elles ne sont pas habilitées à délivrer des licences. Et donc, quelque part, c'est pas tout à fait. Là, il y a une équivalence en termes de crédit ECTS, c'est-à-dire qu'on valide 180 crédits ECTS, mais c'est pas un diplôme universitaire. Quand vous validez un bachelor dans une université, donc anglo-saxonne en l'occurrence, puisqu'on parle plutôt de ça, et qui plus est une université publique anglo-saxonne, c'est comme si vous validiez une licence à la fac en France, en fait. Hein. Et en termes de reconnaissance, là, je veux dire, à l'échelle internationale, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. C'est des diplômes qui sont reconnus. Sunshine Coast, que vous venez de découvrir, c'est une université publique australienne. Et il y a un accord officiel entre le gouvernement français et le gouvernement australien qui établit une équivalence de diplôme à ce niveau-là. Donc, pas d'inquiétude particulière à avoir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Tac, tac, tac. Si, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent poser des questions oralement, n'hésitez pas à activer votre micro et à les poser. Ne soyez pas timide. Et en attendant, j'essaye de retrouver des questions qu'on a pu nous poser là. Bonjour Tac, Marc. tac, tac. Bonjour. J'avais une question justement sur les C'est ça. possibilités Parfait, Jules. Je d'études reconnais Jules. en Angleterre après la première année de Oui, licence. Du coup, d'accord. c'était pour savoir. C'est possible. Oui, Jules, ça peut être possible. Ça dépend. Là, vous êtes inscrit dans quoi, Jules? En première année d'éco-gestion à Assas. Ok. Bah, disons, que vous allez valider, si vous allez jusqu'au bout du truc, vous allez valider 60 crédits ECTS C'est en ça. éco-gestion. Donc, du coup, si derrière vous postulez aux universités anglaises sur cette base-là, vous pourrez faire la demande d'un transfert, donc leur demander de reconnaître vos crédits acquis à Assas. Là, il s'agit d'Assas, donc normalement, en termes de. C'est une université qu'elles connaissent bien et je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Logiquement, je pense que ces universités seront prêtes à vous prendre en deuxième année. Après, ça peut dépendre des universités que vous visez. Et certaines universités, notamment les très prestigieuses, vont avoir une politique où c'est un peu tout ou rien avec elles, quoi. Elles ne vont pas accorder de crédit particulier. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous visez et à quel point vous êtes ouvert au niveau des universités à cibler, mais sur le principe, oui. Je ne sais pas si ça Et répond à la est-ce qu'ils vont se question. baser sur les notes du bac ou sur les notes de licence du coup? Sur les deux, du coup. Si vous voulez rentrer en première année de licence, ils vont se baser sur les notes du bac exclusivement. Si vous voulez rentrer en deuxième année, ils vont aussi regarder de près votre première année à D'accord. Assas. C'est qu'il faut forcément avoir les requirements du bac. Oui. Bah oui. Forcément. Comment Non, ça? par exemple, Enfin, si imaginons on avait le oui, oui. nearly miss au bac, mais on a des notes excellentes en licence. Ah oui, alors après, ça peut un petit peu contrebalancer la chose. Mais dans ces cas-là, si vous visez par exemple le top du top et que vous n'étiez pas éligible sur la base de vos notes du bac, mais depuis vous cartonnez à Assas, peut-être que l'université vous proposera une entrée en première année, vous serez quand même content Ouais, d'avoir ça. voilà, c'était ça. Voilà, Ok, éventuellement. merci. Éventuellement. Désolée, j'ai été coupée. Euh, J'ai dû. Salut Oui, Nathalie, désolée, merci pour il n'y a pas m'avoir de laissé rentrer. Du souci. coup, J'étais en train de reprendre des questions, je suis un homme, donc je ne sais pas faire deux choses en même temps. J'essaye de du coup, lire j'ai plus du tout toutes ces les questions. questions. Le chat a été effacé. J'ai vu qu'il y avait énormément Ah de oui, choses qui ont été écrites. alors, tac, tac, tac. Alors, l'année de préparatoire, oui, Laura nous posait la question d'une année préparatoire avant d'entamer une troisième année après un bac plus 2. Alors, sur le principe, c'est possible. Si, Laura, votre niveau d'anglais, par exemple, était très juste, ça ferait sens de faire une mise à niveau, notamment linguistique, avant d'intégrer une troisième année.
Est-ce que vous aurez besoin d'une année complète pour ce faire? Ce n'est pas dit. À Sunshine Coast, par exemple, ça c'est un bon exemple en fait à ce niveau-là. Dans la mesure où la rentrée en Australie se fait de manière un peu décalée, donc la rentrée principale c'est février, ça vous laisserait la possibilité de partir quand même au mois de septembre, par exemple, de faire des cours d'anglais avec l'université en amont, de septembre à janvier, et puis d'enchaîner au mois de février avec une rentrée universitaire normale. Vous n'êtes pas obligé de faire toute une année de préparation. Mais sur le principe, si vous vouliez consacrer d'abord une année à la mise à niveau linguistique ou académique, ou voilà, juste une année d'immersion et d'intégration, oui, c'est possible. Et ça n'a rien à voir avec la prépa en France. Je crois que vous posiez aussi cette question-là. Est-ce que c'est une prépa? Ça n'a strictement rien à voir. Là, on parle vraiment d'une année de préparation plutôt linguistique quand même, et qui ne représente pas du tout, c'est pas du tout la même mentalité ou l'approche ou les contenus qu'une prépa en France. C'est deux choses radicalement différentes. D'accord. Parce Voilà. que du Parfait. coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends, Laura. Oui, d'accord. Parce que du coup, d'après ce que me disent mes profs, du coup, j'ai un niveau B2 normalement. Voilà. Après, je sais que comme je voudrais rester dans le commerce plutôt, au niveau des cours d'anglais, au niveau commerce, on n'a pas vraiment en anglais de cours dirigés plus vers ça, parce que je suis plutôt dans le milieu agricole, donc ça va être plus axé sur l'agricole. D'accord, je C'est ce vois que ce que vous voulez dire. Alors, il y a certains programmes qui existent qui sont axés agricoles, et c'est frais dans ma tête parce qu'avant de faire ce webinaire, je suis allé faire un tour, notamment au Royaume-Uni, sur tous les programmes top-up qui existaient dans tous les domaines différents, et j'ai découvert des choses totalement parfois un peu obscures ou bizarres. Je ne mets pas l'agricole nécessairement dans cette catégorie-là, mais Laura, il existe des choses, effectivement, particulièrement liées à votre domaine spécifiquement. Mais ce qui existe aussi, alors c'est moins courant, mais ça existe aussi, ce sont des programmes de top-up qui, par exemple, en commerce, mais qui sont faits pour des étudiants qui ont fait un bac+2 dans un autre domaine. D'accord. Donc, Oui, si vous vouliez faire une formation, allez-y. Je voudrais me diriger vers du management, mais plus sur du général que sur de l'agricole, en fait. Parce que l'agricole, j'aime bien, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Je comprends. Et du coup, c'est possible. Pas partout, mais vous avez quand même des options qui sont possibles à ce niveau-là. Je ne sais pas, Sunshine Coast, Nathalie, est-ce que tu as un avis là-dessus? Quelqu'un qui aurait… Laura, votre BTS agricole, il intègre un peu de commerce dedans ou pas? Oui. C'est un BTS Du management agricole? en agrofourniture. Bon, alors peut-être, là, je ne sais pas, ce serait un cas à étudier. Oui, il faudrait que je fasse une recherche, parce que là, je n'ai pas la réponse là tout de suite. Et c'est vrai que ça ne m'a jamais été posé cette question. C'est particulier. Oui, elle est assez particulière, ouais. Mais on c'est ça qui est regardera génial avec ces webinaires, c'est qu'on a, on a toujours des questions qui sortent de nulle part. Il faut être préparé, il faut savoir répondre à ces questions. C'est très bien. Mais ceci étant dit, Nathalie, je sais qu'à Sunshine Coast, il y a pas mal de BTS, DUT qui sont reconnus et qui, sur principe, n'ont pas grand-chose à voir avec le business, mais qui permettent une entrée quand même directement en troisième année de business. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. D'accord. N'hésitez pas à regarder le Credit Calculator dont j'ai mentionné tout à l'heure. D'accord. Oui, et essayez de voir, peut-être que vous trouverez le nom de votre diplôme, ou sinon, n'hésitez pas à nous contacter, on fera une recherche. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas à… Ah si, on a une question sur les bourses d'études. Est-ce qu'il y a des bourses d'études? Bah ouais, oui, il y a des bourses d'études. Vous ne voyez pas tous le message, je crois qu'il m'a adressé spécifiquement. Donc la question, c'est au niveau des bourses d'études, quelles sont les possibilités? Cela varie-t-il selon les pays et les universités? Et y a-t-il des aides du gouvernement français? Alors, oui, il peut y avoir des bourses. Comme Nathalie a parlé notamment d'une bourse de 15% qui était accordée aux étudiants étrangers. Donc ça, c'est vraiment plutôt…
chaque université qui va déterminer sa politique à ce niveau-là. Vous n'avez pas de bourse automatique en fonction des revenus, par exemple, comme vous pouvez y avoir en France. Ça n'existe pas pour l'étranger, mais c'est plutôt des universités qui vont mettre en place des incentives, on va dire, pour attirer des étudiants. Donc, ça existe, c'est du cas par cas. Est-ce qu'il y a des aides du gouvernement français? Je pense qu'il ne faut pas trop compter dessus. Ceci étant dit, pour les étudiants qui ont validé un niveau Bac+2 en France, dans certaines régions, je sais que c'est le cas notamment dans la région lyonnaise, s'il y en a qui nous écoutent. Alors, je pense qu'il faut vous adresser au conseil régional qui vous concerne. Mais quand on a validé un niveau Bac+2 et qu'on part à l'étranger, on peut demander une aide qui, selon les régions, elle sera plus ou moins importante. Je crois qu'en région lyonnaise, c'est de l'ordre de 300-400 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est loin d'être négligeable et qui peut vous être accordé. Mais c'est vraiment du cas par cas en fonction des régions de France. Donc, je n'ai pas vraiment une réponse générale. Je ne suis pas sûr qu'à Paris, on accorde grand-chose, malheureusement. Mais voilà, ça dépend où vous vous situez. Il faut poser la question au conseil régional. Voilà. Bon, est-ce que si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Moi, j'ai une question, mais c'est très spécifique, donc c'est pas grave si vous ne savez pas y répondre. Allez-y. Du coup, c'est donc moi qui suis en licence 2 de droit français, droit anglo-américain. Et je voulais savoir si, en partant au cycle supérieur, comme vous me l'avez conseillé, notamment en Angleterre ou au Canada, est-ce qu'il est possible de passer sans souci d'équivalence le barreau sur place si on n'a pas fait le premier cycle universitaire là-bas? En fait, quand on regarde notamment le système nord-américain, par exemple, vous ne pouvez pas faire des études de droit post-bac en Amérique du Nord. Au Canada anglophone ou aux États-Unis, le droit se fait après avoir déjà validé une licence généraliste en histoire ou en économie, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, de toute façon, si vous vous destinez à des études de droit en Amérique du Nord, de toute façon, voilà, il n'y aurait pas de premier cycle à valider en amont, en fait. Vous arriveriez directement au bon endroit, là où il faut être. Donc, sur le principe, oui, ça ne poserait pas de soucis particuliers. Et après, vous pouvez tout à fait continuer et compléter votre formation avec un master au Royaume-Uni, par exemple, et derrière, continuer à faire les démarches qui peuvent être assez longues. Ça dépend de chaque pays. Mais pour passer l'équivalent du barreau, ça dépend du type de droit que vous voulez faire, du type d'avocat que vous souhaitez devenir ou de juriste. Mais sur le principe, c'est totalement possible. Ce qui n'est pas possible, en revanche, c'est après 2 ans de droit en France, d'intégrer directement une 3e année de droit dans un autre pays, en fait. D'accord. Ça, c'est pas possible. Donc, il faudrait partir après votre licence. Très bien. Monsieur, j'avais une question sur les prêts étudiants. Est-ce qu'il y a des prêts étudiants garantis par les États, par exemple pour les États-Unis? Est-ce qu'il y a des prêts étudiants garantis comme c'était le cas en Angleterre ou pas? Non. Non, je ne vais pas aux États-Unis. Par exemple, parce que il y a des prêts étudiants à la banque. Oui, mais il n'y a aucune banque en France qui prête cette somme-là à des étudiants français. Je sais que par exemple, si on va voir une banque et qu'on leur demande 250 000 euros pour des études aux États-Unis, ils vont dire non forcément, Ouais. alors que je sais que par exemple, c'est garanti pour certaines banques étrangères. Ouais. Bon, déjà, il y a peu de formations où vous allez devoir demander 250 000 euros. Après, ça dépend de la situation de chacun hein, et notamment des revenus des parents et compagnie. Il y en a qui sont après qui ont plus de facilité que d'autres à obtenir des prêts à la banque, ça c'est certain. Après, ça dépend de ce qu'on vise aux États-Unis. Vous avez plein d'universités déjà qui vont être plus accessibles sur le plan des frais de scolarité et qui vont proposer aussi des bourses pour réduire un petit peu l'impact financier du truc. Mais de là à proposer des prêts garantis par l'État ou par les États américains, ça, non, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas malheureusement. Et pour partir aux États-Unis, vous devez disposer quand même de certains moyens, puisqu'il faut avoir sur un compte l'argent nécessaire pour financer une année entière d'études
c'est l'une des choses qui vous seront demandées pour faire la demande de visa, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'il vaut mieux voir une banque là-dessus, étrangère Jules, ou oui, française? À votre avis, il vaut mieux voir pour l'histoire du prêt étudiant, par exemple, imaginons que je veux faire 3 années à NYU, où du coup les frais de scolarité sont à 70 000 € l'année. Ça fait 140, ça fait 210 000 $. Est-ce qu'il vaut mieux voir une banque française ou une banque américaine, à votre avis? Une banque américaine, vous ne pourrez pas, puisqu'il faut être résident du pays et avoir la nationalité américaine. Ils ne vont pas vous prêter de l'argent. D'accord. Donc, plutôt une banque française éventuellement. Mais là, on part vraiment dans des stratosphères importantes. Toutes les universités ne sont pas dans ce budget-là. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que. Alors, après, ce sont des universités aussi, Jules, ou si vous avez un dossier qui déchire et que vous faites un dossier qui est extrêmement convaincant au niveau de vos lettres et compagnie, au niveau de vos activités extérieures, si vraiment l'université veut vous avoir comme étudiant, elles vont faire des efforts pour réduire les frais de scolarité. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas automatique. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'aurais une petite question. Donc, bonjour, je me présente. Donc, je suis Shana. Je vous ai écrit plusieurs questions déjà dans le chat. Donc, effectivement, je suis actuellement en IUT en gestion des entreprises. Là, je suis en deuxième année. Et donc, j'aimerais passer ma L3 donc, à l'étranger. Je sais que le Royaume-Uni m'intéresse. Maintenant, je ne suis pas du tout fermée à d'autres opportunités dans d'autres lieux. Je trouve que c'est surtout en fait l'opportunité du lieu qui peut être intéressant au lieu de se dire bon il faut partir uniquement dans tel endroit. Donc voilà. Vous m'avez parlé du site ou de prendre rendez-vous avec vous, un appel gratuit, etc. Enfin, ce que vous avez écrit dans le chat. Oui. Donc sur le site, il y a plusieurs universités. Comment ça se passe en fait pour la démarche? Donc en fait aussi, j'ai candidaté donc au DUTY parce que je suis en IUT. Le seul DUTY qui délivre, enfin en tout cas en partenariat avec l'IUT, parce que moi actuellement je suis étudiante à Nice, le seul partenariat qui est reconnu en France, pas au niveau des ECTS, mais au niveau donc, du diplôme, c'est l'établissement Vives en Belgique. Donc voilà, j'ai candidaté. Maintenant, je sais que je voudrais avoir plusieurs plans, en fait, plusieurs opportunités. Donc, comment pouvez-vous me donner des conseils pour ma démarche et pour tout cela? Je pense que, Shana, vous avez, au niveau des destinations, vous aurez beaucoup de choix. Après, l'intérêt de pouvoir échanger avec un conseiller, mais peut-être pas ce soir, mais dans un deuxième temps, si ça vous intéresse, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans le détail par rapport au profil que vous avez, aux notes que vous avez et aux critères qui sont les vôtres, notamment en termes de préférence, en termes de budget. Tout ça, ça va nous aider à cibler avec vous les universités et les destinations qui peuvent vous correspondre. D'accord. Après, nous, on interviendra en dehors du cadre des UETI. Le DUTI, c'est une manière effectivement d'ajouter l'international à votre DUT. C'est un diplôme du coup qui est délivré par le DUT, mais qui n'est pas très reconnu honnêtement, Shana. Enfin, ça sera reconnu en France, je pense, par les écoles françaises et tout ça sans problème. Mais à l'international, ça ne vaudra pas grand-chose. Donc là, ce qu'on vous proposerait, si vous partiez à l'étranger après votre DUT, c'est plus de valider un DUTI, mais de valider le diplôme du pays d'accueil, en fait. Justement, donc, si vous partiez au Royaume-Uni, par exemple, justement, oui, allez-y. Excusez-moi de vous interrompre. L'avantage, en fait, j'ai eu plusieurs opportunités il y a plusieurs partenariats avec le DUTY. Et donc, par exemple, l'Espagne n'est pas reconnue, c'est-à-dire que j'aurais juste des ECT, CETS. Donc, j'aurai des crédits pour une L3. Maintenant, j'ai candidaté uniquement à la licence, donc en Belgique, où j'aurai un bachelor reconnu oui, européen. mais parce que généralement, dans le DUTI,
Dans le DUTI, ils ne vont pas privilégier le diplôme à l'étranger parce qu'ils considèrent qu'ils vous délivrent un diplôme en France, en fait. Donc, l'important pour eux, c'est de vous proposer une expérience à l'étranger et de valider ça, un certain nombre de crédits. Mais le diplôme qui compte dans le cadre du DUTI, c'est votre DUTI, donc le diplôme de l'université. Mais là, quand vous partez en 3e année en Angleterre, vous valideriez le bachelor du pays d'accueil. Donc, ce qui, à mon sens, vaut plus qu'un DUTI, mais après, chacun son... Mais en termes de... D'accord avec vous, hein, mais je vous dis juste que la seule université que j'ai candidaté à travers le DUTI, c'était l'université de Belgique. Et l'université de Belgique, elle me délivrait aussi un bachelor européen. Donc Mais ça, c'est dans le cadre des accords qu'a négocié votre IUT avec les universités étrangères, en fait. Mais nous, on n'est pas soumis à ces accords-là. Oui, non, mais je vous disais juste que la candidature que j'ai faite, il y avait ce côté reconnu. D'accord. Donc, vous demandez aussi. Mais en tout cas, cette condition qui est la vôtre, on pourrait effectivement la remplir, c'est-à-dire de valider le diplôme du pays d'accueil sans problème. C'est le principe des top-up degrees. Mais aussi, voilà, en fait, ma question, c'est que le diplôme validé et le diplôme de l'établissement d'accueil, d'accord? Maintenant, les établissements sont plus ou moins bien classés. Bien sûr, oui. Alors après, ça c'est vrai, mais c'est un autre point, si vous voulez. De la même manière qu'en France, vous avez des écoles de commerce qui sont plus ou moins bien cotées, mais ça n'empêche que si vous validez le bac plus 5 de HEC, ça sera reconnu par l'enseignement supérieur, par l'État, de la même manière qu'un bac plus 5 de l'IPAG. Sur le principe, oui, sûr, le diplôme est reconnu. Ce choix-là est aussi le choix d'une opportunité de renommée aussi de l'établissement et aussi un choix dans mes critères de sélection de lieu. Ah, bien sûr, oui. Et ça, oui, pourquoi pas. Ça dépendra après du dossier que vous avez, Chana. Mais plus vous avez un bon dossier, effectivement, plus on peut viser haut au niveau des établissements. Donc, vous me conseillez de faire un appel, c'est bien ça? Pour parler avec vous, Chana, de manière plus longue et plus précise, effectivement, enfin, pour parler vraiment de votre cas à vous, je pense que le mieux, c'est de nous envoyer une demande pour qu'on puisse organiser avec vous un rendez-vous one-to-one, comme on dit. Donc, vraiment vous accorder le temps qu'il faut en individuel. Voilà. C'est pas que je ne veux pas répondre à vos questions, Chana, mais, non, mais je pense que ce sera mieux pour vous si on peut vous accorder plus de temps. Je vous remercie. Bonjour. Voilà, est-ce que... Oui, allez-y. Alors en fait, moi j'ai fait un DUT dans le multimédia Internet. Et ensuite, je suis partie, dans le cadre du DUT, je suis partie à Édimbourg en Écosse pour faire un bachelor dans le média digital. Et en fait, je voulais savoir si avec ce bachelor, donc bac plus 3, je peux candidater pour des masters à l'étranger. Bien sûr, carrément. Bien sûr que oui. Ok, parce que j'ai vu qu'au Royaume-Uni, il fallait avoir le Honors, je sais pas, enfin, il fallait avoir une 4e année. Alors comme vous sortez du système écossais, c'est-à-dire que vous, c'est un bachelor sans honors, c'est ça? C'est juste le bachelor tout court? Il n'y a pas le honors entre parenthèses à côté? Non, parce que pour ça, il fallait que je fasse la 4e année et je me suis arrêtée à la 3e année. La 4e année, puisqu'en Écosse, c'est du bac plus 4, effectivement. Je pense qu'il y a quand même des universités au Royaume-Uni qui acceptent pour entrer directement en master. Donc, ce serait à voir. Je n'ai pas forcément la réponse à vous donner tout de suite, Inès. Ce serait à étudier. Je n'ai pas envie de vous dire non, je pense que c'est jouable. Mais ça dépendra. Vous avez raison de dire qu'en principe, il faut le Bachelor with Honours. Mais comme en Angleterre, on peut faire cette même formation en 3 ans, je ne sais pas à quel point ils vont attacher une importance au fait que vous n'ayez pas cet intitulé-là dans la mesure où vous avez fait 3 ans d'études aussi de l'autre côté. Et ok, merci. Et en fait, les 3 années que j'ai faites, elles sont pas vraiment dans le... En fait, j'ai fait dans le multimédia, tout ce qui est multimédia Internet, média digital. Et en fait, je voulais faire un master qui est dans le cinéma. Je sais pas si... c'est un peu lié, mais c'est pas... Les études que j'ai fait avant sont pas vraiment liées, sont pas exactement dans le cinéma.
Ce n'est pas forcément un problème, ça dépendra des masters que vous ciblez. Il y en a qui vont nécessiter une expérience préalable dans le domaine, et notamment un portfolio, des choses comme ça, d'autres moins. Donc, voilà, ça dépend. Ça dépend, mais je pense que sur le principe, vous avez tout à fait des masters en cinéma qui sont ouverts aux étudiants qui n'ont pas du tout fait d'études de cinéma en amont. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie, Inès. Bon, peut-être une dernière question, s'il y en a. Et puis, on va clôturer ce webinaire. N'hésitez pas, votre dernière chance, posez votre question si vous en avez une. C'est tout bon? Bon. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à Nathalie pour son intervention. Merci pour l'invitation. Tout est enregistré, on va le mettre en ligne. Avec plaisir, Nathalie. Tout est enregistré, donc on vous enverra le lien si vous voulez revisionner ça ou revoir certaines réponses aux questions. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Le mieux, c'est d'aller peut-être sur notre site internet. Vous trouverez pas mal d'infos et notamment une rubrique contact. C'est studiexperience.fr. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra parler avec plaisir des cas individuels sans aucun problème. Voilà. Un grand merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Alors, merci Marc. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.